Merci de nous choisir. Mesdames, Messieurs, bonjour midi, c'est l'heure du grand journal. Au sommaire, il n'y a pas de famine dans le monde rural. Le gouvernement conteste l'étude réalisée par le Forum civil et parle d'insécurité alimentaire. Affaire Mor Diarra Ndiaye du nom de ce Sénégalais emprisonné à Djibouti. Les autorités sénégalaises sont en contact avec leurs homologues djiboutiennes. C'est pour tirer d'affaire cet ingénieur sénégalais. Mobilisation de 17 associations de femmes devant l'ambassade du Nigeria à Dakar ce matin. Elles ont manifesté leur soutien aux 223 filles enlevées au Nigeria par la secte Boko Haram. La police s'en mêle pour les disperser. En politique, pléthore de listes pour les prochaines locales. Le débat est posé. Faut-il exiger une caution? Suivez le dossier de Mohamed Ali Mouba. Dans ce grand journal, on parlera également de parité avec Binta Diallo. L'actualité internationale avec Sornana Tambay. Bonjour. Bonjour Antoine Diouf. Présidentielle mauritanienne, un candidat s'est retiré de la course. Maître Ahmed Salem Ould Bourebeini dénonce les décisions unilatérales du pouvoir. Au Nigeria, Boko Haram exige la libération de ses prisonniers contre celle des jeunes lycéennes. Au moment où le président français propose la tenue d'un sommet à Paris pour parler des actes du groupe terroriste et tenter de les contrer. À suivre la page d'espoir avec Boubacar Kambeldien. Bonjour Boubacar Kambeldien. Bonjour Antoine. Il y aura de la lutte mais également du football. Lutte avec frappe, Gris Bordeaux-Tyson le 9 juin, c'est ce que veut le promoteur Aziz Ndiaye, mais il y a un mais, le Tigre de Fass devra encore attendre avant de reprendre les entraînements. Il n'est toujours pas guéri de sa blessure, sa prolongation d'indisponibilité court toujours. Football, Ligue 1 sénégalaise statu quo après l'acte 20, Jaraaf toujours aux commandes, Pikine fait du surplace, Wakam chute, Duc sort de la zone rouge, Sunor s'enfonce et se rapproche de plus en plus de Yego. Bon dernier, les repères du championnat à 6 journées de la fin des hostilités, c'est aux environs de midi 20 Antoine. À suivre, point de vue, plus d'une vingtaine de personnes tuées par l'hippopotame de Goulombou. Les habitants de cette localité de la région de Tambacounda sont inquiets. Quelles mesures l'État doit prendre pour les sauver du danger? Le débat, c'est vers 12h30. Bienvenue à toutes et à tous. Le gouvernement conteste une étude du Forum civil. L'ONG fait état de la présence de la famine dans le monde rural. Non, il s'agit plutôt d'une insécurité alimentaire, selon le secrétaire exécutif du Conseil national à la sécurité alimentaire. Ali Mohamed Kamara s'entretient avec Babacar Fall. Il n'y a pas de famine au Sénégal. Ça, je suis formel. Il y a une insécurité alimentaire très forte, donc qui touche 67 500 ménages. Et le gouvernement, comme vous le savez, depuis le mois de décembre, a entamé donc d'élaborer un plan de réponse. Ce plan de réponse suit son déroulement. En avril, il y a eu un conseil interministériel qui s'est planché là-dessus et qui a validé le document de plan de réponse. À l'heure où je vous parle, les équipes sont sur le terrain, sont en train donc d'aller sur les 45 départements du Sénégal pour faire le ciblage des ménages qui sont touchés par l'insécurité alimentaire. Et ils ont 10 jours pour terminer les opérations, remonter l'ensemble des fiches parce qu'il faut être très précis, méticuleux là-dessus pour ne pas se tromper. Que la marge d'erreur soit très réduite et minime. À l'issue de ces 10 jours, les listes déjà concentrées, il y a du disponible de céréales. 2916 tonnes sont déjà vraiment disponibles qui doivent faire l'objet de distribution après le passage de ciblage. Vous contestez le terme famine, mais entre l'insécurité alimentaire et la famine, il n'y a qu'un pas à franchir. La famine, c'est quelque chose qui montre qu'il n'y a pas vraiment de possibilité de vivre et que les gens sont sur le point même donc d'en mourir. Or, ce n'est pas la situation au Sénégal. Et quand on parle donc de famine dans un pays, c'est que 30% de la population est plongée dans une situation de cessation d'alimentation. Autre chose, l'affaire Mor Diarra Ndiaye ne laisse pas indifférentes les autorités sénégalaises, que ce soit le président de la République, que ce soit le ministre des Affaires étrangères, tous s'activent autour de ce dossier. Mor Diarra Ndiaye est un ingénieur sénégalais qui travaillait à Djibouti, où il a été emprisonné depuis 2010. Il est accusé dans une affaire de meurtre. Depuis quelque temps, on parle de l'hippopotame de Goulombou dans la région de Tambacounda. C'est parce que l'animal a tué une vingtaine de personnes. Alors, y a-t-il risque pour les populations de
de cohabiter avec les hippopotames. À Richard-Toll, on vous dira non. Dans cette ville du Nord, les habitants ne se sentent pas menacés par la présence des hippopotames dans le fleuve. Notre correspondant permanent à Richard-Toll, Ibrahima Diamé. Ce vaste domaine du fleuve, truffé d'herbes sauvages, est un milieu favorable au développement des amphibiens tels que les boas, les crocodiles et les hippopotames. Nous sommes au bord de quelques concessions de la ville de Richard-Toll sur le lit du fleuve Sénégal. Ici, les hippopotames font leur apparition le plus souvent pendant la saison des pluies avec les périodes de crue. Mais ils n'ont jamais fait de victimes d'après ces riverains. Je n'ai jamais vu faire des dégâts avec les personnes. Sinon, quelquefois, ils dévastent les champs. Et les gens ne les attaquent pas? Non, ils ne les attaquent pas. Ils n'attaquent pas non plus les gens? Non, ils n'attaquent pas les gens. S'agissait-il là alors d'un simple jeu animal? Vieux Aronasso raconte sa croisée avec les hippopotames lors d'une traversée du fleuve. Je traversais avec ma pirogue et je suis passé sous son dos. Quand je l'ai touché, il a subitement culbuté la pirogue. Heureusement, je ne suis pas tombé. Je me suis agrippé. C'est ainsi que je me suis rendu compte que c'était l'hippopotame. Mais je vous dis, tant que vous ne le menacez pas, il ne vous fait rien. Contrairement donc à Tambacounda où les hippopotames ont fait une vingtaine de victimes, ici à Richard-Toll, les gens touchent du bois. Ibrahima Diamé, Richard-Toll, Radio Futur Média. 17 associations de femmes étaient ce matin devant l'ambassade du Nigeria à Dakar pour manifester leur soutien aux 223 filles enlevées par la secte islamiste Boko Haram au Nigeria. Au moment de déposer leur mémorandum, les manifestants ont été dispersés par la police de Thiam. Ces associations de femmes sont simplement venues montrer leur solidarité au peuple nigérian. Mais elles n'ont pas pu accéder à l'intérieur de l'ambassade nigériane parce que la police est intervenue. Pourquoi on doit partir? On est des femmes juristes, le régime de déclaration. Vous voulez savoir pourquoi? Elle n'a pas déposé dans les... Préoccupée par les informations faisant état de possibles viols, trafic d'êtres humains, réduction en esclavage, mariage forcé, qui circulent et indignent la communauté internationale, ces femmes ne pouvaient pas rester les bras croisés, selon Fatou Kiné Camara, présidente de l'association des juristes sénégalaises. Parce que ces filles-là, elles sont dans une angoisse, elles et leur famille. On ne peut pas attendre, chaque jour compte, chaque heure compte, que chacun pense si c'était son enfant. Est-ce qu'on ne voudrait pas tout de suite que les gens se lèvent et disent il faut impérativement tout de suite à la minute que ces filles-là soient ramenées dans leur famille. Donc voilà la raison pour laquelle l'urgence, c'est une question d'urgence, on ne peut pas attendre. Quelques minutes après, elles ont pu déposer leur mémorandum. Ndaïndia Ndoye, responsable du réseau SOS Équilibre, revient sur le contenu. Le contenu du mémorandum, c'est la prise de mesures immédiates pour la libération des filles. Parce que quand on nous dit que ces filles sont enlevées, étaient venues faire un examen, on les avait rassemblées, les islamistes les ont pris pour dire que les filles doivent rester au foyer. C'est pas normal. C'est pas normal. Ce n'est pas normal qu'on enlève des enfants comme ça. Les parents n'ont pas demandé qu'on les vende. On ne doit pas les vendre. C'est une violation des droits humains, des droits de la femme. Et on n'est pas d'accord. Ces associations de femmes demandent à l'État fédéral du Nigeria de prendre toutes les mesures pour la libération immédiate et sans condition de ces filles et leur retour dans leur famille sans délai. Les étudiants de l'université Hassan Sek de Ziguinchor ont encore décrété 48 heures de grève, un mouvement depuis plus d'une semaine donc. Ces étudiants exigent le changement de taux de bourse pour ceux qui passent en licence 2. Sans cela, ils ne retourneront pas dans les amphithéâtres. Vous entendrez Ousmane Ba lors de nos prochaines éditions. Il est 12h08. Vous suivez le grand journal. RFM, fréquente modulation 94.0, la radio en puissance. Antoine Diouf. L'actualité politique, les élections locales et la pléthore de listes, rien que la confection des bulletins de vote, l'État va dépenser 10 milliards de francs CFA, rien que pour la confection des bulletins, oui. Ce que regrette l'ancien ministre de l'Intérieur, Ndaïndiaï. Qu'en pensent les acteurs politiques et ceux de la société civile? La réponse dans ce mini-dossier de Mohamed Ali Mouba.
Plus de 10 milliards de francs CFA rien que pour confectionner les bulletins de vote. En attendant le reste de la logistique, la pléthore des listes locales est-elle en train de gréver le budget du ministère de l'Intérieur? La question n'est pas fortuite et certains hommes politiques demandent une caution pour décourager les listes fantaisistes. L'ancien ministre de l'Intérieur Mbaye Ndiaye est non moins membre de l'APR. Chacun de ce point de vue, s'il n'y a pas possibilité d'aller ensemble, c'est pas un casus belli que de ne pas aller ensemble pour ces élections locales. Chacun pourra aller là où il pense pouvoir être seul. Quant à Mamour Cissé du PSD Yantibi, il ne dit pas non, mais avec des réserves toutefois. Il y a aujourd'hui que les élections locales, c'est des élections de proximité. Et donc, de ce point de vue, on peut comprendre que tous les gens qui sont à même de pouvoir solutionner et régler les problèmes au niveau local puissent effectivement prendre des responsabilités. Maintenant, de là à légiférer pour demander des cautionnements et autres, je dis, tant que c'est dans les principes de notre Constitution, je suis d'accord. Du côté de la société civile, on est contre la pléthore de listes, mais on ne veut pas d'un suffrage censitaire. Le coordonnateur du M23, Mamadou Modj. Je crois que ce serait aller plus vite en besoin que de passer tout de suite au suffrage censitaire. À ce moment-là, on peut trouver d'autres garde-fous et surtout une éducation à la vie civique qui permettrait évidemment aux citoyens de comprendre et de se rendre à l'évidence que tout le monde ne peut pas diriger. En tous les cas, les listes et coalitions sont déterminées à aller à l'assaut des suffrages des citoyens. La loi, pour le moment, ne l'interdit pas. Mohamed Ali Mouba, la loi sur la parité, maintenant, elle fait débat avec la liste de Touba. Cette loi avait été votée sous le magistère du président Abdoulaye Wade. Mais quand le débat sur la liste de Touba a surgi, le PDS semble avoir une position aux antipodes de la parité, alors que cette loi avait été défendue bec et ongle par les libéraux. Le débat est posé par Binta Diallo. Le PDS n'accepte pas qu'on lui attribue la faute de ce qui arrive, c'est-à-dire la polémique autour de la parité intégrale. Serigne Mbacké Ndiaye du Parti démocratique sénégalais bat en brèche. La loi sur la parité est loin d'avoir une connotation politicienne, a-t-il fait savoir. Le président Abdoulaye Wade savait parfaitement bien comment gérer cette affaire-là. Il a effectivement tenu compte des réalités du monde moderne, mais également de nos réalités culturelles, sociologiques, ainsi de suite. Il avait tenu compte de tous ces facteurs-là. Si aujourd'hui les nouveaux maîtres du pays ne sont pas en mesure de gérer cette question, mais qu'ils aillent voir le président Wade ou qu'ils aillent voir le PDS qui va lui indiquer la voie, comme sur beaucoup d'autres questions d'ailleurs. Peut-être cette question est la plus sensible, c'est pourquoi elle attire aujourd'hui l'attention des Sénégalais, mais sur beaucoup d'autres questions, le gouvernement vit sur des difficultés qu'il ne peut pas résoudre. Mais pas de soubassement politique. Le monde a évolué. La femme sénégalaise, depuis bien avant les indépendances, a joué un rôle extrêmement important. Et pendant longtemps, les hommes politiques ont utilisé les femmes en disant oui, c'est pour la mobilisation, il faut les femmes, pour l'électorat, ce sont les femmes, pour le développement, ce sont les femmes, ce qui est une réalité. Mais il ne fallait pas justement se contenter d'exploiter les femmes et de ne pas leur donner leurs droits. La paire est en tout cas formelle. Cette loi a été adoptée sans que nos réalités socio-culturelles soient prises en compte. Les libéraux nous ont tout simplement imposé une loi antidémocratique et politicienne, soutient Luc Malick Sarr. Mais absolument. Parce que c'est le Parti démocratique sénégalais qui a institué cette loi, ne serait-ce que du point de vue de la paternité et de l'histoire. C'est absolument clair, ce n'est pas un débat ça. Le combat en faveur des femmes est un combat historique, est un combat des plus nobles et des positifs de l'histoire moderne. Mais quand l'usage politicien est à la base d'un comportement, sous le drapeau, n'est-ce pas, de la lutte en faveur des femmes, on procède par des actions tout à fait politiciennes, comme c'est le cas de la loi sur la parité. Évidemment, c'est difficile de dire aujourd'hui qu'on est contre la loi, etc., parce qu'il y aurait, n'est-ce pas, une levée de bois vert contre nous. Mais la parité absolue, c'est ça le problème absolu. Cette loi sur la parité intégrale a causé beaucoup de difficultés. Cela a été constaté dans la confection des listes de candidatures en direction des locales. Il est même dit qu'au-delà de Touba, que des partis et coalitions de partis ont fait du porte-à-porte pour combler leur liste dans le but de ne pas être en porte-à-faux avec la loi paritaire. Binta Diallo à suivre cet après-midi la conférence de presse de jeunesse de l'APR. Elles annoncent déjà une importante déclaration à propos de l'ancien président Abdoulaye Wade. On reparle de Blaise Diagne, 80 ans après sa disparition. C'était hier. Hier donc, l'on se souvenait de celui qui fut le premier député africain élu à l'Assemblée nationale française. En vérité, Blaise Diagne est tombé presque dans l'oubli au cimetière abattoir où il repose
sa tombe n'est presque pas visitée. Et au lycée Blaise Diagne qui porte son nom, rares sont les élèves qui connaissent l'histoire de cet homme, Mantouré. Lui aussi est mort un 11 mai. Voyageons dans le temps pour connaître cette personnalité. Nous sommes dans le passé, le 11 mai 1934. Au cimetière des abattoirs, en face de la corniche, juste à l'entrée, est inhumé le premier député africain élu à la Chambre des députés française. Une illustre personnalité, mais à son compte que 2 visites en 11 ans, nous dit le gardien des lieux. Comme ancien combattant, mais pas depuis 2011. Man 11 ans. Wow. Après le passé, le présent. Au lycée Blaise Diagne, Bob Marley est la vedette tous les 11 mai. Le parrain de leur établissement, ils ne connaissent pas trop. Date de décès non, je ne le connais pas vraiment. Savez-vous que Blaise Diagne est décédé en 11 mai? En 11 mai, ah bon? Bonjour, je ne le savais pas. Une élève sauve la face. Il est né en 1872 à Gorée. Il fut le premier député noir à l'Assemblée nationale française. Il est mort en 1934 en France. C'était dimanche, pour cela on a... Mais chaque 11 mai, si ça tombe avec les jours ouvrables, après on organise des conférences. Puis hier, Facebook, tout le monde était en train d'écrire Rai pour Bob Marley, Rai Bob Marley, mais jamais on n'entend parler dire Blaise Diagne, ceci ou bien Blaise Diagne, c'est ça. C'est pas normal que Bob Marley, il n'habite pas ici et il n'a rien fait pour le Sénégal, alors que Blaise Diagne, c'est un Africain, un Sénégalais, il a fait beaucoup de choses. Moralité. Depuis le bas âge, il devait vraiment nous apprendre qui était Blaise Diagne. Le passé l'a enterré, le présent l'a presque oublié, à l'histoire de ressusciter Blaise Diagne, mais cette histoire, on ne la compte pas à l'école. Bonne nouvelle pour les lecteurs du journal L'Observateur. Du côté de Ziguinchor et Cap Skirring, à partir de jeudi prochain, ils auront à temps réel leur journal préféré. Cela grâce à un partenariat avec Transfer. RFM. L'actualité internationale. L'actualité internationale avec Sornana Tambay, Mauritanie d'abord. Un candidat à la présidentielle s'est retiré. Il s'agit de maître Ahmed Salem Ould Bouhoubeini. Il a jeté l'éponge hier alors que le Conseil constitutionnel a déjà rejeté une candidature vendredi dernier. Mohamed Diop Nouakchott. Ils étaient 7 mercredi au soir du bouclage de dépôt des dossiers de candidature à l'élection présidentielle. Depuis, le nombre ne cesse de baisser. Vendredi, le Conseil constitutionnel rejetait le dossier du candidat Alioune Ould Bouamatou, le frère du milliardaire mauritanien Mohamed Ould Bouamatou, en exil. 48 heures plus tard, un autre candidat, le bâtonnier de l'ordre national des avocats mauritaniens, maître Ahmed Salem Ould Bouhoubeini, déclare son retrait de la course à la présidentielle. Le bâtonnier a estimé lors d'une conférence de presse que les règles du jeu électoral ont été unilatéralement fixées. Il dit également ne pas vouloir trahir la démocratie en accordant de la légitimité à une élection boycottée par la majorité de l'opposition. Maître Ould Bouhoubeini explique que son retrait a été également demandé par le Forum national pour la démocratie et l'unité qui regroupe les partis de l'opposition radicale, les premiers à avoir annoncé le boycott du scrutin. Mohamed Diop, Nouakchott, RFM. Au Nigeria, Boko Haram pourrait libérer les lycéennes, mais à une condition. Le chef du groupe terroriste lui-même a diffusé une vidéo montrant une centaine de jeunes filles présentées comme étant les otages. Aboubakar Shekau veut les échanger contre les prisonniers de sa secte. Dans la vidéo, les adolescentes toutes voilées sont montrées en train de prier dans un lieu non identifié. Rappelons que cet enlèvement a ému le monde entier avec la campagne Bring Back Our Girls. Rendez-nous nos filles en français. Des experts américains, britanniques et français sont déjà au Nigeria pour participer aux recherches. La Chine a également proposé son aide et le pape François a appelé les fidèles chrétiens à prier pour la libération immédiate des jeunes filles. Un sommet est d'ailleurs prévu à Paris pour tenter de contrer Boko Haram. L'annonce a été faite ce dimanche par François Hollande. Elle fait suite à la mobilisation internationale, donc après le kidnapping de ces jeunes filles par la secte islamiste. Les pays frontaliers du Nigeria prendront part à cette rencontre. Les détails avec Daoud Diouf. C'est normalement à Paris que la réunion doit se tenir samedi prochain. Le président français a proposé une réunion des pays limitrophes du Nigeria pour
pour évoquer la question de sécurité en lien avec Boko Haram. François Hollande a d'ailleurs appelé son homologue nigérien Goodluck Jonathan. Au cours de l'entretien, ils ont discuté de la tenue d'un sommet à Paris. Donc, bien entendu, Goodluck Jonathan sera en France. Le porte-parole du chef de l'État nigérien déclare que puisque la France organise ce sommet pour venir en aide au Nigeria, au moment où le peuple en a besoin et pour mettre fin au cauchemar qu'est l'enlèvement de ces lycéennes, au moins 5 pays africains seront présents. Le Nigeria, le Tchad, le Cameroun, le Niger, le Bénin pour évoquer les problèmes de sécurité en lien avec Boko Haram dans ce pays. Cette annonce intervient alors que plus de 200 adolescents sont toujours entre les mains du groupe islamiste Boko Haram. Il faut souligner que de nombreux pays de par le monde ont apporté leur soutien au Nigeria, parmi lesquels les États-Unis et Israël. Mali, Sornana Tambaye, après les députés, c'est au tour du FMI de demander des comptes au gouvernement. On parle toujours de l'avion présidentiel nouvellement acquis. Une mission envoyée par l'institution financière exige la vente de l'appareil. Certains médias accusent même le Premier ministre de n'avoir pas tout dit dans cette affaire. Oumokal Soumba. Le FMI demande un collectif budgétaire pour prendre en compte de nouvelles dépenses, mais pas celles portant sur les dépenses prestige, comme l'achat d'un avion à 20 milliards de francs CFA, au moment où les Maliens tirent le diable par la queue. Les articles de presse, le mémorandum du parrainat et les réactions du pouvoir ont suscité l'interpellation du Premier ministre Moussa Mara et du député de l'URD Mamadou Awa Gassama Djabi. La colère du Front monétaire international n'a pas tardé. L'institution financière demande des comptes au gouvernement malien. À défaut d'annuler son achat, l'avion présidentiel va purement et simplement être revendu. C'est le prix à payer pour une faute grave de gouvernance, au risque de voir le FMI suspendre sa coopération avec le Mali, selon le Républicain, un quotidien malien. Au milieu du bonheur et de l'honneur promis, les Maliens découvrent que le Premier ministre a proféré des mensonges devant la représentation nationale, selon un confrère de Things, un site d'information. Le chef du gouvernement avoue finalement que l'avion n'est pas immatriculé, qu'il n'est pas en bon état techniquement. Libye, nouveau drame de l'immigration clandestine. Cela s'est passé mardi Antoine dernier et le bilan vient juste d'être communiqué. 40 migrants ont perdu la vie et 42 autres sont portés disparus. Leur embarcation a coulé au large des côtes libyennes. Plusieurs de ces clandestins sont d'origine subsaharienne selon les autorités de ce pays. Au Niger, par contre, des dizaines de clandestins sont portés disparus dans le désert. La presse algérienne déclare que 13 cadavres ont été retrouvés vendredi dans le désert que partagent le Niger et l'Algérie. Par ailleurs, 33 personnes, majoritairement des femmes et des enfants, sont recherchées par les forces de sécurité des deux pays. C'était la page internationale présentée par Sornana Tambaye. Merci. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Oui, bienvenue sur cette antenne de RFM. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Plus d'une vingtaine de personnes tuées par l'hippopotame de Goulumbo. Les habitants de cette localité sont inquiets. Quelles mesures l'État doit prendre pour les sauver du danger? C'est le débat du jour aux alentours de 12h30. RFM Sport. Boubacar Kamélien, bienvenue. Oui, Antoine. Lutte avec frappe pour démarrer cette page des sports. Couplage du combat Gris-Bordeaux-Tyson avec celui opposant Balagaï 2 à Bombardier le 9 juin prochain. C'est le souhait du promoteur Aziz Ndiaye. Mais encore faudrait-il, Antoine, que le Tigre de Fass obtienne d'abord son certificat de guérison. Seul IC Gris-Bordeaux a déposé il y a une semaine une prolongation de 15 jours d'indisponibilité encore. Le temps presse, mais rien ne peut se faire sans un certificat de guérison du lutteur. Tchernoka est le chargé de communication du CNG, nous l'écoutons. Il a obtenu une prolongation de 2 semaines. La prochaine étape, c'est on lui délivre un certificat de guérison pour qu'il puisse reprendre les entraînements et peut-être la compétition. Tant qu'il n'y a pas de certificat de guérison, il ne pourra pas être utilisé à reprendre la compétition. Gris-Bordeaux, à quelques jours de son combat contre Tyson, Antoine, on se le rappelle encore, a été victime d'un claquage à la cuisse.
Le Tigre de Fass est annoncé en France cette semaine et selon nos confrères de Sunulamb, c'est pour aller se soigner. Du football, Ligue 1, Jaraaf toujours leader devant la Pikine, statu quo après la 20e journée. Oui, statu quo après cette 20e journée, les Verts et Blancs ont une longueur d'avance sur leur dauphin pikinois, les repères de l'acte 20 avec Daouda Diouf. 12 buts ont été inscrits en cette rencontre. Seules 2 petites victoires ont été enregistrées pour 5 scores de parité, dont 3 matchs nuls vierges. Les attaquants n'ont pas été efficaces lors de la 20e journée, hormis peut-être Thierno Niang de la Linguère de Saint-Louis, auteur d'un doublé hier face à Djambar, 5e au classement. Le champion en titre a 7 points de retard sur le Jaraaf de Dakar qui reste aux commandes de la Ligue 1. Les Verts et Blancs détiennent toujours donc la meilleure attaque avec 26 réalisations et la moitié de ces buts a été donc l'œuvre d'un seul homme, Ibrahima Diop, actuel meilleur buteur du championnat avec 3 unités de plus que son poursuivant immédiat Elhadji Adama Mbaye de l'AS Pikine qui en a mis 10. Justement, les Pikinois, deuxième, ont un point de retard sur le leader Jaraaf. Wakam, meilleure défense avec seulement 9 buts encaissés, chute à la 4e place au profit du port autonome de Dakar. Les Wakamois détiennent aussi l'une des plus mauvaises attaques en compagnie donc de Ngor et Yego. Ces 3 équipes n'ont marqué chacune que 11 buts. Duc, plus mauvaise défense avec 29 buts encaissés, gagne et sort de la zone des relégables où l'on retrouve maintenant la senior de Diourbel, les Yego, la Lanterne Rouge, le club des SICAP plus que jamais dans les profondeurs du classement avec toujours 2 buts, succès en 20e journée. Yego a 7 points à rattraper la Linguère de Saint-Louis, 12e et 1er non relégable. Oui, le très sportif Daouda Diouf. Prochaine journée, Antoine, le week-end prochain avec en attraction Niary Tally contre AS Pikine. Le reste du programme, Jaraaf contre Sunuor, Linguère Port, Wakam Tourekunda, Ngor Djambar, Yego Casa Sport, Stade de Mbour, Dakar Université Club. Match prévu samedi et dimanche prochain. Du football à l'étranger. Avec en France, Diafara Sakho qui a été élu meilleur joueur de la Ligue 2, l'attaquant sénégalais du FC Metz avec 19 buts au compteur et plus que jamais en course pour le titre de meilleur buteur. À une journée de la fin de son championnat, Diafara Sakho, formé à Génération Foot, est même annoncé pour les 2 matchs amicaux du Sénégal contre le Burkina Faso le 21 mai prochain à Ouagadougou et contre le Kosovo à Genève 3 jours plus tard. On termine avec du basketball.